pardonnez-nous d'avoir attendu un petit peu, mais on préférait attendre toutes les personnes qui s'étaient annoncées. Donc on est très très heureux d'accueillir Jordi Colomer ici à la Cité de l'Architecture parce que son travail passionnant nous questionne évidemment ici. On est très heureux aussi d'accueillir les invités qui vont parler avec lui, Morad Montazami et puis Jean-Louis Violo. Je demanderai à Morad Montazami de nous introduire un petit peu dans l'univers de Jordi Colomer, mais auparavant, je vous dis quelques mots quand même, quelques repères pour nous situer dans l'œuvre de chacun. Donc, Jordi Colomer, difficile de dire en un mot qui il est, donc Morad nous en parlera plus, architecte de formation, sculpteur au départ, photographe, vidéaste, enfin, il puise dans toutes les disciplines de création. Il est difficile de parler de toutes les expos qu'il a faites parce qu'il en a fait de trop nombreuses dans le monde entier, en Europe, aux États-Unis, au Japon, en Amérique latine, etc. Je citerai simplement la dernière qu'on a vue en France au Pavillon Blanc à Colomiers dans le cadre du Festival international d'art de Toulouse, donc en 2013. Et bien sûr, on va rappeler quand même l'exposition, la magnifique exposition qui avait eu lieu au Jeu de Paume en 2008, où on avait vu pratiquement l'ensemble de son travail et qui avait été une expo passionnante. Je vais plutôt parler des expos à venir. Donc, Jordi Colomer prépare une exposition pour la Biennale de Marrakech à la suite d'une résidence qu'il a faite à Tétouan. C'était un workshop. Tu m'as aussi annoncé la fête du linge sale. Une fête dans le village de San Mateu, près de Valence, qui sera une fête à laquelle une fête parcours dans le village et avec le musicien Carles Santos et les habitants du village. Je vous dis tout ça pour évoquer la diversité de son travail. Le 15 mai, à partir du 15 mai, une exposition à Rouen au pôle image de Haute-Normandie. À partir d'un travail qu'il a fait, un film qu'il a fait qui s'appelle La soupe américaine, donc en puisant dans les archives, dans les œuvres du FRAC Basse-Normandie. Une exposition à New York en mai, au Bronx Museum, à Madrid aussi en mai. En mai, toujours une exposition au FRAC Centre, un dialogue avec Yona Friedman. Enfin, vous voyez tout ça qui vient dans l'année, à Saint-Pétersbourg en juin, une résidence en Norvège cet été et un show au MACBA qui se prépare pour 2015 à Barcelone. Voilà, donc son travail est très présent dans les collections françaises, espagnoles, les collections nationales françaises, espagnoles, et puis dans quelques autres collections d'Europe. Et Jordi est aussi intervenu, c'était plutôt entre 1995 et 2005, dans des créations théâtrales. C'est un travail, tu nous diras si tu as poursuivi. Donc, une présentation aussi pour Morad Montazami. Donc, Morad Montazami est historien de l'art moderne et contemporain. Il a eu un parcours d'enseignant dans différentes écoles des beaux-arts et il a beaucoup écrit dans de nombreuses revues, Art Presse, critique d'art, sur plusieurs artistes comme Jordi Colomer, bien sûr, Jérémy Deller, Éric Baudelaire, Alan Sekula, Philippe Bazin, etc. Il est le rédacteur en chef de la revue Zaman, qui est une revue que je vous conseille d'aller voir et qui s'intéresse à la modernité cosmopolite à travers le croisement entre le Moyen-Orient et l'Europe. Il est actuellement en poste à la Tête Moderne à Londres comme commissaire et chercheur sur les collections du Moyen-Orient. Et il est aussi le co-commissaire avec Catherine David d'une exposition qui va être présentée tout près d'ici en mai au Musée d'art moderne de la ville de Paris sur l'art contemporain en Iran, sens des réalités ou absence d'idéal. Jean-Louis Violo est sociologue, docteur en urbanisme et aménagement de l'Université de Paris 8 et titulaire d'une habilitation à diriger les recherches de l'Université Paris-Est. Il est professeur à l'École nationale d'architecture de Paris-Malaquais, où il dirige le laboratoire Architecture, Culture et Société. Ses thèmes de recherche portent essentiellement sur la question du logement et ses usages, sur l'histoire restante du champ architectural, de la création architecturale, et l'univers des architectes. Il a beaucoup écrit aussi sur les relations entre les architectes et mai 68, sur les relations entre l'architecture
et le situationnisme sur le thème de l'utopie et sur de nombreuses thématiques autour de ces sujets. Parmi les nombreuses publications aussi qui sont à ton actif, je citerai l'ouvrage Situation construite, les 2 éditions chez Sens et Tonka, qui a également publié un entretien avec Baudrillard. Mais voilà, ça fait partie de très nombreuses publications. À venir aussi un ouvrage sur des entretiens d'architectes sur Nantes et Rennes, et un ouvrage sur Rem Koolhaas qui va paraître donc juste avant la Biennale de Venise, qui est donc dirigée par Rem Koolhaas. Voilà, je laisse Morad Montazami dire quelques mots, et puis ensuite donc on assistera à une projection et on aura la chance donc de voir des films qui n'ont jamais été vus. Parmi tous les films les films ou extraits de films qu'on va voir, on a la chance de voir des films en avant-première. Merci. Merci beaucoup, Aude. Donc, je suis très heureux d'être ici parmi vous. Merci aussi pour cette invitation, à la fois de la part de Aude et aussi de la part de Jordi, avec qui je suis content de me retrouver ici pour une discussion, et aussi avec Jean-Louis Violo. On m'a demandé de présenter en quelques minutes très brèves le travail de Jordi. Donc, comme l'a dit Aude, on ne peut pas présenter le travail de Jordi en quelques minutes, donc je vais plutôt l'introduire. Je ne serai pas du tout biographique, et donc pour l'introduire très rapidement, j'ai décidé de l'introduire avec une citation, puisqu'une citation c'est court, ça passe vite, et ça va me permettre aussi d'évoquer de manière très allégorique ma rencontre avec le travail de Jordi Colomer en 2005 à la galerie Michel Rhin, où je me suis retrouvé confronté avec cette œuvre qui s'intitule Arabian Stars, je pense, dont Jordi parlera dans sa présentation de ses œuvres. Et il se trouve qu'à cette époque, c'est tout simplement la rencontre avec cette œuvre de Jordi a eu une grande influence sur moi, sur mes travaux, sur mes recherches. C'était vraiment une époque charnière pour moi, très personnellement. Et il y avait cette citation de Paul Virilio, un philosophe assez célèbre, comme vous savez, du monde post-industriel, mais aussi philosophe de la guerre, de la vitesse et autres notions qui peuvent nous intéresser ce soir. Cette citation donc de Paul Virilio, qui n'avait absolument rien à voir avec le travail de Jordi, qui faisait partie de mes lectures à ce moment-là, que j'ai rencontré et qui m'a donné le prétexte à une forme de confrontation. Je vous expliquerai pourquoi. Donc je vous lis cette citation de Paul Virilio, qui est tirée d'un texte qui date de 2005, donc qui est la même année où j'ai vu l'œuvre Arabian Stars de Jordi à la galerie Michel Rhin, et dans un texte qui s'intitulait « Retrouver le temps, le territoire et les autres ». Et donc je vous donne cette citation de Paul Virilio qui semble exprimer une forme d'inquiétude à l'égard des artistes contemporains. Et donc Paul Virilio nous dit « Je me demande comment nous avons pu nous laisser piéger par l'idée d'un 6e continent totalement virtuel, la cybermentalité totalement en apesanteur, où l'art serait enfin délivré de toutes les contingences au profit de signes, de chiffres ». Fin de citation. Donc en fait, cette citation, pour moi, elle était importante parce qu'elle exprimait une angoisse ou une amertume du philosophe face aux pratiques artistiques contemporaines. Il semblait désigner une forme de désaffection ou de déconnexion avec le réel, que les artistes travailleraient dans un espace qui serait, entre guillemets, désengagé du réel, au profit donc d'un art en apesanteur, comme il dit, ou d'un 6e continent. Et donc, à l'époque, ça m'avait frappé, puisque, si vous voulez, je m'étais dit que je me suis demandé un instant très bref, est-ce que le travail de Jordi Colomer, et notamment Arabian Stars, pouvait participer de cette déconnexion ou de cette désaffection avec le réel, de laquelle s'inquiétait Paul Virilio. Et en fait, très rapidement, j'ai compris que le travail de Jordi n'était ni une illustration de cette citation, ni d'ailleurs même une contradiction de cette citation. En revanche, ce qui m'a frappé assez rapidement, c'est que le travail de Jordi pouvait renverser positivement la métaphore du 6e continent, qui est une métaphore négative, dépréciative chez Paul Virilio, et j'avais l'impression que dans le travail de Jordi Colomer, justement, il y avait quelque chose qu'on pouvait commencer à nommer le 6e continent,
mais qui devenait du coup une espèce de réincarnation positive, productive, de ce qui inquiétait Paul Virilio dans sa citation, à savoir que quelque chose comme le sixième continent, c'est-à-dire une expérience du territoire, pour le coup bien réelle, et je dirais même dans la plupart des travaux de Jordi, une vraie pénétration physique avec les lignes du territoire, pouvait être à la fois totalement insoumise à la définition géopolitique de ce territoire. Donc en même temps, en prise directe avec la réalité du territoire, ou une expérience réelle du territoire, et en même temps insoumis à sa définition géopolitique a priori. Et donc, j'en finirai là simplement pour dire que depuis ce temps-là, j'ai conservé dans mon esprit cette métaphore du sixième continent comme, disons, notre ultime tentative ou notre ultime chance de vivre des expériences littéralement utopiques. Donc quand je dis littéralement utopique, ça veut dire effectivement lié au territoire et en même temps lié à une expérience d'émancipation intellectuelle, culturelle, politique. Et donc voilà comment je pourrais introduire très brièvement le travail de Jordi, sans faire dans la biographie. Voilà. Donc maintenant... je crois que Jordi va d'abord projeter toute une partie de son travail, et puis peut-être, on verra si l'occasion se présente, d'amorcer un dialogue à un moment donné, ou alors à l'issue de cette projection. Merci à tous d'être venus avec cette tempête. Et merci à la Cité de l'Architecture, à son président Guillaume Selem, à Aude. Merci à tous, merci à Morad, merci à Jean-Louis. Je suis très content de cette invitation parce qu'il y a plusieurs raisons. Surtout le fait qu'il y a cette soirée organisée de projection ici, dans ce lieu, qui pour moi est familier, que j'avais connu au début des années 90, en première période où j'habitais à Paris. J'étais vraiment un habituel de la Cinémathèque. Et j'ai vu ici plein de films importants. Donc c'est un vrai honneur d'avoir cet écran que j'ai vu depuis la salle, donc plein de fois il y a très longtemps. Et en même temps, ça pose aussi la question tout de suite de... Ce que j'ai fait, c'est pas vraiment des films en fait, c'est des films qu'on voit depuis un lieu. Donc, à l'occurrence, on est dans cette sorte de caverne des années 60, qui est un lieu magnifique, justement fait pour regarder des films dans les meilleures conditions. Mais je tiens toujours à faire des films qui ont une double espace, c'est-à-dire qu'il y a cet espace de l'écran qui emporte notre croyance dans les images et dans ce qu'on nous raconte, mais aussi ce qui se passe dans la salle et dans l'espace. Donc j'espère que dans cette convention du cinéma donc, traditionnel de la scène, donc l'autre élément que dans mon travail a toujours été très marquant, cette idée qu'il y a des gens qui sont sur la scène, il y a des gens qui ne sont pas sur la scène, et d'essayer justement d'effacer un peu ses limites et qu'il se passe des choses plus complexes au-delà de cette division, et de voir que ça peut aussi se voir dans la façon de s'organiser dans la rue et dans les villes. Mais ces schémas de théâtre, en fait, je pense qu'il est toujours là, quelque part, pour traduire des rapports qui s'établissent, non, et comment les dépasser aussi. Comme on a en fait le temps de projection, c'est pas énorme, c'est à peu près 40 minutes, c'est ça. Donc j'ai dû faire forcément une sélection, et je me suis dit qu'est-ce que je pouvais prendre comme critère pour la sélection. En fait là, j'étais au Maroc pendant 3 mois, je suis rentré récemment, et notamment j'avais fait un workshop avec l'école d'architecture de Tétouan avec les étudiants de 2e année, qui consistait juste à que les étudiants nous amènent là où ils habitaient, et ça nous a permis, en fait, et aux étudiants eux-mêmes, de connaître, en fait, de marcher plein de kilomètres et de discuter. Et
et de connaître de lieux qu'autrement on n'aurait jamais connus. Et en fait, cette pratique qui est assez basique, à un certain moment, il y a eu une séance de projection aussi, et quelqu'un m'a dit, mais en fait, là, on comprend maintenant pourquoi on a autant marché, parce que tous les personnages qu'on voit dans tes films, en fait, ils font que marcher, et tout le monde marche vers quelque part. Voilà. Donc, j'ai essayé, j'étais pas du tout conscient de ça, en fait, c'est vraiment... donc j'ai un peu vu un peu plus précisément, il n'y a pas tous les personnages qui marchent, donc justement j'ai essayé de faire une petite sélection de personnages qui se déplacent, on va dire. Donc je ne veux pas suivre un ordre chronologique, ni je vais juste dire d'où ça vient, peut-être l'année où c'est fait. Je ne veux pas faire l'exégèse, justement, on aura l'occasion de discuter après, et j'essaie de balancer des images pour qu'il y ait une discussion après. Donc, la première vidéo, c'est un des 5 chapitres, ça on avait eu l'occasion de le voir au Jeu de Pommes. Ça s'appelle En La Pampa, ça a été tourné au Chili, dans le désert de Atacama. Evidentemente deprimente. Y el vagar en Camporrazo es evidentemente deprimente. Y ¿cómo era la frase? Las interrupciones del azar son más pobres cada vez. Debe ser interrupción del azar. Porque el divagar, o el vagar en Camporrazo es evidentemente deprimente. Las interrupciones del azar como esta son más pobres cada vez. Mira, esto es más pobre cada vez. Entonces, el vagar en Camporrazo, no, el vagar en Camporrazo es evidentemente deprimente. Y las interrupciones del azar, como este árbol, Son más pobres. no soy pobre. Pobre. Que Cada vez. ninguna otra ocasión. Que en ninguna otra ocasión. Entonces, el vagar en Camporrazo es evidentemente deprimente. Y las interrupciones del azar son más pobres cada vez. Así que no es como un divagar, no es un divagar, es como... ¿Qué es más pobre que Es como ir caminando pobremente y encontrarse con esto. Entonces, el vagar en Camporrazo es evidentemente deprimente. Y las interrupciones del azar son más pobres que en ninguna otra ocasión. Esa es mi filosofía desértica de poesía. es más pobre que caminar acá? ¿Qué más azaroso que estar caminando acá? Tener un desierto de ideas. Yo creo que más que es como... Un desierto de palabras. yo creo que- Grandes palabras que nunca voy a decir. Porque entonces el vagar en Camporrazo es evidentemente deprimente. Y Las interrupciones las del interrupciones azar. del azar son más pobres Ninguna que otra ninguna otra ocasión. ocasión. Entonces, ¿qué es una interrupción del azar? ¿Qué es? No, porque nosotros, mira, esto es un divagar. Esto es una interrupción del azar. Esto pasa por el empujón. Todo esto es. Tú eres una interrupción en mi camino. Todo en mi vida. Pero yo creo que es más importante el divagar. El vagar. Flor, anda a vagar sola. Entonces, ¿qué? Dilo tú. El vagar en Camporrazo es Es evidentemente evidentemente deprimente. deprimente y las Oh. interrupciones del azar son más pobres que ninguna otra ocasión.
El vagar en Camporrazo es... Bon, on aura peut-être l'occasion de répondre justement, mais voilà, c'est ouvert aux commentaires, etc. Juste la citation que le personnage essaye de mémoriser ou de se souvenir, c'est vraiment qu'ils sont dans cette situation-là d'avoir lu cette citation 5 minutes avant, et c'est vraiment l'exercice d'essayer de se rappeler ça, qui était un bouquin qui traînait dans la voiture, qu'on a ouvert par hasard dans une page, et il y avait cette phrase-là, qui est d'ailleurs la théorie de la dérive de Guy Debord, où il fait une critique des surréalistes et du rôle du hasard. Donc d'un coup, c'est toute une citation très parisienne, on va dire, de la ville, de comment parcourir la ville, etc. Mais c'est hors contexte, c'est dans le désert du nord du Chili. Il parle en espagnol. J'ai retraduit, et je m'excuse pour les fautes d'orthographe d'ailleurs. Donc voilà, il y a des voyages comme ça qui se font en plusieurs sens. Ce qui est troublant, c'est le paysage, évidemment. Enfin, bon. En plus, tu appelles ça la campagne, mais c'est une campagne qui n'a rien de pittoresque. Et en effet, les phrases sur la dérive, elles étaient dans le Paris historique avec des unités d'ambiance, avec des points sur lesquels se focalisait l'attention, les sensations. Et ici, le décor, en revanche, est totalement nu, et ce sont les phrases et les interactions entre les deux personnages qui recréent ce sentiment de dérive, d'errance. Enfin, tu l'appelles plutôt, en effet, d'errance. Donc moi, je voudrais juste préciser peut-être pour les gens que c'est à la base une, je ne sais pas si tu le conçois aussi d'une autre manière, mais à la base une installation vidéo qui se voit sur plusieurs écrans dans un espace d'exposition où donc l'espace traversé par le spectateur entre les différents écrans croise aussi les espaces désertiques traversés par ces deux personnages. Et bon, ça, je ne sais pas si ça fera partie de la discussion, mais en tout cas, comme Jordi précisait au début qu'il ne fait pas vraiment des films ou qu'il ne fait pas vraiment du cinéma, mais que le cinéma s'introduit dans son travail d'une manière plus hybride, plus mixte. Ça a aussi à voir avec les modes d'exposition de ces films qui sont parfois sur plusieurs écrans dans un espace d'exposition assez vaste que le spectateur doit traverser d'une manière qui n'est pas du tout neutre, en fait. Voilà. Bon, donc dans cette, poursuivre un peu le schéma, dans cette sélection de personnes qui marchent ou qui se déplacent, il y a souvent des personnes qui marchent, qui se déplacent, mais qui parlent aussi. Mais il y a des gens qui parlent, donc comme là, on l'a vu, qui bavardent même, non, qui parlent trop. Et il y a d'autres gens qui parlent plutôt avec les objets qu'ils portent. Je trouve qu'il y a aussi voilà, à l'image, au moins, la façon que ces personnages ont pour parler, c'est les objets qu'ils portent là. À l'occurrence, il y avait les deux, c'est-à-dire qu'ils bavardaient et ils avaient affaire à traîner avec des objets au milieu de ces déserts. Alors, ce qu'on vient de voir, ça date de 2007. Ça, c'est une autre vidéo qui s'appelle Avenida Ixtapaluca. Ça s'est tourné à Mexico City, au Distrito Federal. Et c'est un quartier qui s'appelle Ixtapaluca, qui est la limite géographique de Mexico. Et Mexico s'accroît de cette façon-là. encontrando la comida, lavadoras, camas, colchones, salas, comedores, zonas de microondas, televisiones, refrigeradores, estudios, almacenas, vitrinas, DVDs, licuadoras, estufas, tambores, bicicletas, aureolas, andaderas, libros de columnas.
¿Y lo conozco? Ah, es vecino nada más. Buenas noches. Hay que hacer lo mismo, ¿no? Sí, te digo, yo pensé que era de aquel lado. Vámonos, Cuauhtémoc. ¿Ya se enojó? ¿Ya se enojó? No, pero ese no, no te. Yo también le iba a volver y le iba a decir adiós. Comprando baterías, lavadoras, camas, colchones, salas, comedores, hornos de microondas, televisiones, refrigeradores, estudios, alacenas, vitrinas, televisores, licuadoras, estufas, vapores, Ahorita vengo. Nos vemos. Imagínate si estuviera llena, no la cargaría. Ah, no, te la llevo esto. No vayas a marear, ¿eh? Se va a marear. Hola, Eri. Bien. ¿A dónde van? A dejar una piñata que entregar. Gracias, que les vaya bien, hasta luego. Adiós. Adiós.
pour insister sur cette idée de la projection. Évidemment, tous ces vidéos sont en boucle quand elles sont exposées dans des salles d'exposition, mais il y a souvent une sorte de début et fin. Mais bon, là, ça enchaînerait donc à nouveau sur le début. Pour dire juste une chose sur cette vidéo, telle qu'elle est construite, il y a juste deux points de vue. Il y a un point de vue d'en haut, qui est un peu le point de vue du démiurge qui domine le projet, celui qui voit tout d'en haut, qui voit l'ensemble. Et la caméra s'approche de plus en plus vers un détail. Et immédiatement, on passe à un point de vue depuis la rue. Et c'est là qu'on voit les gens qui habitent à l'intérieur de cette trame. Ce qu'on voit aussi d'en haut, c'est que quand j'ai tourné ça, cette ville avait... Ça, c'est 60 000 habitants. C'est fait d'un seul coup. Et c'était construit 2 ans avant. Mais on voit déjà qu'il y a de petits changements, en fait, que plein d'habitants, ils ont refait, ils ont changé la couleur de la façade, qu'ils ont construit un autre étage, qu'ils ont fait un garage. Et pour moi, enfin, je suis curieux de voir qu'est-ce que dans le futur immédiat ça va donner, si ça va vraiment se transformer en une autre géométrie à l'intérieur de cette trame. Plus organique ou plus... voilà, parce qu'il y a par exemple les marchés qui s'installent dans les rues, comme on fait au Mexique, qu'on couvre toute la rue, etc. Ou si ces gens, finalement, sont un peu... finissent par être bouffés par cette structure un peu au-delà de l'échelle humaine, disons. Bon, c'était un peu pour avoir le contraste aussi avec celui d'avant. Là, ils échangent un objet, donc cette façon de dialoguer, disons, entre les personnages qui habitent dans cette ville, c'est juste qu'ils échangent un objet qui, à l'occurrence, est une représentation pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Clairement, c'est le personnage de Buzz Lightyear de Toy Story, mais fait artisanalement. C'est une piñata, donc c'est cet objet qu'on voit maintenant un peu en Europe, un peu plus, où il y a des bonbons pour célébrer les anniversaires, etc., et qu'il faut casser. Et c'était même pas un choix, c'était la piñata la plus populaire qui était un peu partout. C'est cette version un peu aztèque de Buzz Lightyear, non, qui est aussi, il me semble que ça faisait après coup, dans le personnage de Toy Story, c'est un personnage en 3D, et qui là, d'un coup, il devient corporel, qu'il devient un objet artisanal. Et que aussi l'urbanisation qu'on voit à Ixtapaluca, c'est un peu le modèle américain de la suburbia, mais rétréci, plus petit. Et on a cette impression d'avoir une image en 3D à un certain moment quand on survole la ville. On ne sait pas trop si c'est le rendu du projet ou si c'est la vraie ville. Françaises, qui ne sont pas celles de Mexico. Toujours un coup plus loin, sur un terrain vierge et une sorte d'habitat dense, pour faire exemple, avec de nouveaux modes de vie tels que tu les esquisses. Vous aurez compris que ce soir que je tiens le rôle du Candide aussi. Je vais te poser une ou deux questions concrètes. Comment travailles-tu concrètement sur une vidéo comme celle-ci? Tu entres d'abord en contact avec les habitants. C'est le réel qui appelle le film, ou c'est le film qui scénarise le réel? C'est un très long plan séquence à un moment donné. Comment se distribuent les rôles? Oui, bon, à chaque fois c'est un peu différent, mais par exemple là, plus précisément, il y avait un projet à faire à Mexico. En fait, je tenais beaucoup. Il y avait une expo à Mexico, je voulais faire un projet à Mexico. Et on a toujours entendu parler du fait que Mexico, c'est une des plus larges villes au monde, qu'elle ne s'arrête pas de s'élargir, qu'on ne sait pas où sont les limites de Mexico, en gros. Et en même temps, à Mexico, c'est très facile En fait, on peut survoler toute la ville. Vraiment, même le centre-ville, on peut descendre très bas en hélicoptère, ça ne coûte pas très cher.
Et j'étais vraiment curieux de voir s'il y avait une limite physique de Mexico, si on pouvait dire là, Mexico finit là ou pas. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que Mexico, c'est vraiment le tour de la ville, ça rassemble vraiment à ça. Et ça, celle-là, c'est vraiment, on peut dire que derrière la rue qu'on a vue avec les maisons vertes, il n'y a plus rien. En fait, on peut dire Mexico finit là, et là, il n'y a rien. C'est le front d'urbanisation, Ouais, la limite. tout à fait. Et après, cette ville a une réputation d'être très dangereuse. En fait, pour te dire, quand on avait survolé un hélicoptère, les gens du quartier pensaient que c'était la police qui était en train de chasser quelqu'un. Mais bon, les rencontres se font très naturellement. On a rencontré des voisins, on a discuté, on a parlé, on voulait filmer. Voilà, et ça s'est organisé assez facilement. Normalement, c'est un peu comme ça. C'est pas, je passe pas. C'est ça la question. Je passe pas par des associations ou des trucs trop organisés. Non, ça s'est fait un peu des rencontres qui se font naturellement dans la rue où on pose la question à une personne pour l'autre. Voilà. Je vais juste dire un mot très rapide sur ma réaction face à ce travail dans la discussion. Je crois une chose aussi qui est importante, puisque vous avez souligné le lien entre le plan séquence et l'architecture. C'est un lien très important de manière générale, je pense, entre cinéma et architecture, qui représente en fait différentes manières d'arpenter l'espace. C'est-à-dire, moi je vois le cinéma comme une manière d'arpenter l'espace, mais je vois l'architecture elle-même non pas comme un espace en soi, mais plutôt aussi une manière d'arpenter en fait, ou de se déplacer. Et donc je crois ce qui est intéressant dans le rapport entre la vue macro et la vue micro, c'est cette manière peut-être de un petit peu dématérialiser l'espace réel, ou en tout cas de nous faire perdre un petit peu cette échelle architecturale pour nous faire envisager presque comme un jeu de construction. Et qui est une chose moi qui me parle, parce que je crois qu'ensuite ça fait le lien aussi avec le travail ton travail dans l'exposition en fait. C'est-à-dire qu'on oublie trop souvent quand on rentre dans un musée ou quand on rentre dans une exposition et qu'on croit que les choses sont exposées ou montrées dans un espace d'exposition, qu'elles sont mises en scène pour un spectateur. On oublie trop souvent que quand on sort du musée ou quand on marche dans la rue aussi, évidemment, il y a des formes de mise en scène ou d'agencement ou de display dans l'espace urbain, social, avec lesquels on a appris à vivre ou que les gens du quartier apprennent à vivre, mais qui sont presque à la manière d'un jeu de construction, presque autant une question d'exposition, ou en tout cas d'agencement entre objet, espace et la personne qui arpente, que quand on est dans un musée, en fait. Voilà. Et ça, c'est une des choses aussi qui m'a toujours frappé dans le travail de Jordi, dans ton travail. Bien, merci, Mourad. Le truc, c'est que je pense qu'on est un peu pressé. Je vais essayer de montrer un maximum d'images. Alors, dans cette question de placement dans la ville et de son rapport avec le mot, je voudrais montrer une vidéo qui s'appelle Un crime, qui a été tournée à Cherbourg en 2005, je pense.
Ben, la seule chose que je peux dire, c'est que j'ai repris un je me souviens jamais comment on dit ça, un fait divers, d'un journal, excusez-moi. Et j'ai juste changé deux mots, c'est-à-dire l'objet du vol, qui a originalement été une collection de timbres, et que là, ça devient l'écran plasma. Et j'ai rajouté cette sorte d'épilogue avec les phrases qu'on entend dans les aéroports et dans les gares. Donc, pour actualiser un peu la chose, parce que ces faits divers, finalement, c'est un truc qui avait plus de 100 ans. Donc, c'est un crime qui s'est passé il y a longtemps, mais donc de l'actualiser dans la ville. Tout à l'heure, on discutait dans la présentation de à quel point les champs méthodologiques ou les médiums que Jordi peut manier sont des champs divers et parfois opposés ou dissymétriques, et comment il arrive à réunir dans son travail des espaces cinématographiques, des espaces théâtraux, des espaces performatifs, de la vidéo, etc. Je crois qu'ici, ça mérite quand même qu'on parle, enfin que je mentionne en tout cas très brièvement ta relation à Brecht, à Bertolt Brecht, qui me semble très éloquente dans ce travail, parce que vous savez que Brecht, évidemment, n'a pas seulement inventé des théories du théâtre comme la distanciation, etc., mais Brecht était quelqu'un qui a surtout inventé une manière de transporter le théâtre, c'est-à-dire littéralement dans le coffre d'une voiture, par exemple, en disant que tous les éléments de décor d'une pièce de théâtre devaient tenir dans le coffre d'une voiture. Donc c'est pas seulement des théories sur le théâtre, c'est aussi une manière de transporter le théâtre, d'éprouver le théâtre physiquement, corporellement, le théâtre dans un sens très ouvert évidemment, mais qui nous renvoie aussi à Bertolt Brecht, je crois, dans le travail de Jordi, puisque Brecht était celui qui avait travaillé notamment à cet effacement de la frontière entre la scène, entre l'acteur et le spectateur, entre la scène et le public. C'est aussi Brecht qui parlait dans ses notes de travail de ce qu'il appelle l'architecture de scène, où il disait il faut remplacer la scène par un écran de cinéma, ou alors mettre des tapis roulants à la place du public, etc. Et donc, ça me semblait ce travail-là, une manière aussi de rappeler que, pour moi, le travail de Jordi est aussi porteur de cet héritage de la modernité qui avait commencé en fait à travailler ces frontières entre cinéma, théâtre. Qu'est-ce qui est un objet qui est sur scène ou dans l'espace du spectateur, puisque dans le travail qu'on a vu précédemment, c'est ça qui se passe en fait, c'est que on ne sait pas exactement si on est les spectateurs ou si on est les acteurs qui regardons autre chose que... c'est des gens qui s'avancent vers nous, quoi. Et chez Brecht aussi, les acteurs s'avancent vers le spectateur. Voilà. Je me suis permis de mettre cette vidéo parce que c'est littéralement ce travail qui s'appelle Défense de chanter, Prohibido cantar, que j'avais présenté à Madrid en 2012 et qui, en fait, en partie reprend littéralement le Mahagoni de Brecht ou quelques éléments, et surtout par rapport à ce que tu dis en fait, où est-ce que ça finit notre perception de l'œuvre d'art, on va dire. C'est quand on ouvre la porte et on sort dehors que l'œuvre d'art est finie. Là, l'installation qu'on a vue au début des portes, en fait, il arrivait un peu la question à l'inverse, c'est-à-dire que les gens croyaient que ces portes-là existaient depuis toujours, que ça faisait partie de l'architecture du lieu. Et il y avait un couloir blanc à traverser où il y avait une toute petite porte au bout qui donnait une sorte de cour obscure où il y avait les projections. Mais dans tous ces parcours, pour arriver là où il y avait les projections, dans cette ouverture des portes, aller, sortir, passer dans un couloir blanc, il n'y a rien. Ça faisait partie de l'installation, dans le sens
dans quelle porte ça commence ou dans quelle porte ça finit, sur quel écran, c'est où la limite, c'est à 2 mètres, c'est à 5, c'est dans la rue où on trouve des portes exactement pareilles. Bon, je continue. Dans les personnages qui se déplacent, il y a des gens qui se déplacent en voiture aussi.
Bon, je me permets de l'interrompre. Elle fait, elle traverse toute la rue. Il y a quelques gens qui réagissent un peu, mais la réaction, en fait, elle est presque zéro à quelqu'un qui essaye de réveiller un peu la ville et les consciences. Ça, c'était à 5h30 du matin. C'était très tôt le matin. Hein? Sinon, c'est pas drôle. Pour rebondir à ta référence à Brecht et aussi aux panneaux et aux gens qui avancent vers nous, vers les spectateurs, je vais montrer juste un petit bout d'Arabian Stars, donc de cette vidéo qui a été tournée au Yémen. C'est une vidéo qui dure presque 30 minutes. C'est cette œuvre qui m'avait tellement marqué en 2005. Voilà, c'est grâce à ça qu'on s'est un peu rencontré avec Mourad. Bon, voilà, c'est sous ces principes-là, c'est un voyage qui traverse un peu le Yémen pendant un mois, où il y a plus de 80 personnes qu'on a rencontrées. Et il y a ce principe de base, c'est de faire une liste avec les gens avec qui je suis allé au Yémen. On a fait une liste improvisée de ce que c'était les noms, pour nous, les plus évidents, qui tout le monde connaissait. Dans les fameux, pas des acteurs, mais des personnages de fiction ou réels qui étaient censés être connus par tout le monde. On a posé la même question aux Yéménites, à plein de personnes, et finalement ça nous a fait une liste assez courte, mais qui était plutôt des deux poètes, deux chanteurs, une femme en l'occurrence qui était très fameuse, à ce moment-là la ministre des droits de la femme au Yémen. Donc il y avait 5 noms qui sont mélangés, qui apparaissent mélangés au cours de films avec les fameux occidentaux, disons. Mais bon, il y a ces principes. En fait, ça vient après un crime. En fait, ça a été fait après un crime. C'est toujours ces principes des personnages qui avancent vers là. Mais là, il y avait, je pense, un truc à rajouter, c'était la traduction. En fait, le voyage d'aller et retour. C'est-à-dire que ces personnages, Homer Simpson, écrit en arabe. Si on ne connaît pas l'arabe, on n'arrive pas à lire. Et aussi ce panneau, une sorte de collage Homer Simpson sur le paysage du Yémen, mais que pour le reconnaître, il faut à nouveau cet exercice du sous-titrage. Donc on a l'original sous-titré et resous-titré, donc il y a tous ces déplacements un peu dans toutes les directions aussi, voilà, des langues et des traductions. Moi, je suis obligé de réagir sur ce travail. C'est aussi très intéressant de le voir juste après Nos Futurs, je trouve.
puisque dans nos futurs, il y a aussi une forme de pancarte ou d'étendard sur le toit de la voiture. Mais je trouve aussi important de rappeler deux choses peut-être par rapport à ton travail, comment je le perçois, tu peux réagir. La première chose, c'est il ne faut pas oublier que le travail de Jordi, dans le contexte de l'art contemporain aujourd'hui, il a un sens particulier parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'artistes contemporains qui font des expositions à je ne sais pas combien de milliers ou de millions d'euros, qui sont des décharges incroyables de moyens technologiques et de moyens financiers, que ce soit au Palais de Tokyo ou ailleurs. Je ne citerai pas de nom d'artistes, évidemment. Et il y a aussi des très bons artistes qui dépensent beaucoup d'argent. Ce n'est pas parce qu'on dépense beaucoup d'argent qu'on est forcément un mauvais artiste. Mais je trouve ça très important de voir aussi dans le travail de Jordi, dans sa manière de faire, dans sa manière d'appréhender les autres ou d'appréhender les lieux où il se rend. Encore une fois, cette notion brechtienne, mais bon, ça n'appartient plus à Brecht, d'un théâtre qui pourrait se déplacer dans le coffre d'une voiture, c'est-à-dire de finalement faire beaucoup avec pas grand-chose, pour le dire très simplement. Je trouve ça une chose importante dans le contexte actuel. Je trouve que c'est aussi un geste politique de pouvoir travailler avec des éléments pauvres, voilà, ou avec des accessoires. Voilà, et de rappeler à travers des accessoires qui ont l'air de rien, par exemple des gestes qui sont des gestes qui peuvent appartenir à notre espace politique, la manifestation en Europe, en France, comment est-ce qu'on fait une manifestation, comment on vit une manifestation, et comment est-ce que, à travers quelque chose qui a l'air d'un accessoire, toute notre notion d'une manifestation politique ou d'un geste politique prend un autre sens ailleurs. Ça, je trouve ça très important. Et aussi, je disais, c'est important de voir nos futurs, c'est intéressant de voir nos futurs et Arabian Stars l'un après l'autre, parce que l'espace public est un espace polémique, l'espace public est un espace de contestation, pas forcément au sens subversif du terme, mais c'est-à-dire l'espace public, c'est un lieu où normalement on doit pouvoir parler, s'exprimer, interpeller, et pareil, dans le contexte actuel, c'est souvent des pays très lointains qui nous rappellent la dimension polémique ou la dimension dynamique de l'espace public. Et donc voilà, d'un côté, je disais, le fait de faire beaucoup avec pas grand-chose, et d'un autre côté, cette question de l'espace public comme un espace polémique et un espace de contestation, c'est-à-dire un espace où il faut, entre guillemets, déranger, quoi. Voilà. Oui, après, par rapport à l'espace public, il y a aussi un espace public de l'image, je pense. C'est pas juste la rue, c'est-à-dire que, et par exemple au Yémen, ce qu'on avait vécu d'une façon très marquante, c'est que il y a juste, je pense, 3 femmes qui apparaissent dans le film, parce qu'il y a un vrai tabou absolu de passer à l'image. Même les femmes au Yémen n'ont pas le droit à avoir une photo pour le passeport. Ce qui paraît tout à fait étonnant. Je pense de toute façon que le rapport de toutes jeunes, déjà parce qu'on voit son rapport à l'image, ça vient vraiment autre chose. Ils sont, j'ai un appareil photo que des gamins qui savent mieux comment ça marche sans l'avoir jamais vu que moi-même qui cherche dans le menu. Donc il y a tout un savoir comme ça naturel avec les objets numérique, tout ça, et je pense que là il va y avoir forcément un changement par rapport à ce que c'est l'espace public de l'image, justement. Oui, je reviens toujours à cette question de la maîtrise telle que tu viens de l'esquisser, de la toucher, la maîtrise dans ton rapport au réel. Ces 2 vidéos, je les ai vues comme 2 petits moments critiques, et donc 2 petits moments utopiques qui dessinent une sorte d'horizon critique, de moments décalés, mais avec évidemment l'ironie sur l'utopie, sur nos futurs, mais à rebours. Et donc, par là même, c'est tout à fait datable, d'une certaine manière. Ces 2 petits films reflètent exactement un moment de civilisation. Notre époque, avec tous ces attendus, les gens calfeutrés chez eux, les gens âgés surtout, qui habitent encore dans les centres-villes, celui du Havre en l'occurrence, et puis la ville avec ses no man's land. Enfin, mais
Donc, ce sont deux moments datable. Et puis également, comment dire, la vague de la culture occidentale sur les civilisations jusqu'ici les plus traditionnelles. On voit très bien l'architecture en arrière-plan. Mais toutes les utopies sont datables. À chaque fois qu'une utopie a été formulée dans l'histoire, elle disait exactement le moment de civilisation où elle prenait forme. Et toi, dans tes projets, et tu parlais, donc je reviens à ma question du début, la maîtrise de ce rapport avec les acteurs, les sujets, je ne sais pas comment les appeler, qui sont sur tes vidéos, et puis la maîtrise de ce rapport au temps, comment tu joues avec ça? Est-ce qu'il y a une forme de conscience ou est-ce que tu te laisses porter au fil? C'est très, en fait, c'est toujours très intuitif et sur les coups. Ça veut dire que ça peut être comme ça ou comme ça. Pour No Future, franchement, ce qu'on avait parlé, en l'occurrence, c'est une des seuls personnages qui était une comédienne de théâtre, qui avait un peu d'expérience. Et elle m'a dit, non, je n'ai pas peur. On s'attendait à qu'il y ait des réactions très violentes. On était prêt à tout. Qu'on nous tire avec un fusil. Voilà. Et on était étonné plutôt de la non-réaction des gens. Donc, moi, je m'attendais à une vidéo où il y avait plein de gens dans les balcons disant arrêtez. Mais non, je trouve que l'ambiance, finalement, c'est. Non, mais c'est une sorte d'éprouvette. C'est une sorte d'éprouvette sociologique. Ouais, voilà, c'est la vérification en acte. Mais j'avais pas une idée préconçue. Je veux dire, c'est pas un scénario genre une fille joue le tambour et personne réagit, sauf non. On va aller là à 5h du matin et on verra ce qui se passe. D'ailleurs, il a fallu un peu tromper la police pour dire qu'on irait à 2h, ils étaient déjà couchés. Bon. Et pour le Yémen, là, c'était pour l'occurrence à cette scène-là, c'est à Shibam, qui est une ville magnifique. Il y avait tous ces gamins qui étaient en train de jouer au foot là. Et ça, c'était vers la moitié du voyage. Et on avait une pile déjà de pancartes. Et on les a amenés et on les a posés au sol et les enfants les ont pris. Mais vraiment, on n'a rien fait. En fait, ils les ont pris. Et on a filmé le truc. Donc, on n'a pas. Ça aurait pu être, au contraire, une non-réaction, comme dans No Future. Mais là, d'un coup, ils étaient partis. Voilà. Ils marchent pendant très longtemps. Donc ça, voilà, c'est des non-acteurs ou des acteurs, mais dans le contexte où ça se passe, les situations, c'est pas écrit, il n'y a pas un scénario, il va se passer ceci ou cela. C'est de mettre certains éléments dans un contexte et de voir qu'est-ce qui se passe justement. Je pense que c'est un peu ma fonction. Voilà, j'amène quelques éléments pour qu'ils soient ensemble et voir qu'est-ce que ça donne comme réaction. Est-ce qu'il t'est arrivé de te sentir dépassé par l'expérience? Dépassé par l'expérience. Attendez. Mais il y a toujours des histoires un peu parallèles. Évidemment, les films, c'est des petits bouts de choses qui se passent. Je ne sais pas, par exemple, on a tourné dans le Bronx. Je vais montrer ça un peu. Ça, c'est Coop City. C'est une ville qui a été construite dans les années 80, quand le Bronx était fameux comme le pire lieu au monde, où tout brûlait. C'était hors-loi, tous ces films sur le Bronx, tout ça. Donc on a construit cette ville qui est pareil, voilà, 50 000 habitants, un truc comme ça, des tours dans un ancien parc d'attractions. Et voilà, je voulais aller là depuis longtemps. Je passais quelques semaines à regarder qu'est-ce qui se passait. En fait, ce que j'ai vu, ce qui se passait, c'est surtout des gens en vélo qui distribuent des pizzas voilà. Et en l'occurrence, ces personnages-là, ils rassemblent beaucoup à ces personnages mexicains qu'on a vus tout à l'heure à Ixtapaluca. C'est un peu son double. Et c'est un Mexicain qui n'a pas de papier qui fait donc ce travail-là. Je ne vais pas montrer la vidéo peut-être parce que cette vidéo, elle est vraiment strictement sur le déplacement dans un espace très précis. De passer, en fait, par exemple avec lui, on l'avait rencontré, il faisait vraiment ce travail et on a discuté avec lui. Il nous a dit que depuis un mois, il n'était pas payé.
et qu'il voulait quitter son boulot de toute façon. Et que ça pouvait être une occasion de tourner un truc, ça l'arrangerait pour avoir le courage de quitter son boulot. Après, donc, on dit juste, on va vous suivre. Enfin, le principe c'est une trilogie que j'ai fait à New York. Le principe, c'est toujours, on va suivre les personnages. Vous faites ce que vous faites normalement tous les jours, et on va juste vous suivre. Donc, quand vous vous levez le matin, vous faites quoi? Donc, je distribue ça, ça se passe comment? On me paye, je descends, je monte, je prends mon vélo. Donc, c'est juste ça. Sauf qu'on l'a suivi pendant plus d'une semaine. Après, il se trouve qu'il avait un rapport à la caméra qui était assez étonnant. Je lui ai dit, mais c'est incroyable, vous avez... et il se trouve que lui, mais c'est vraiment un peu le stéréotype en plus de Mexicain, on dirait. Lui, il faisait de la lutte mexicaine quand il était au Mexique, et il faisait souvent passer à la télé comme un personnage, avec des masques, voilà, le typique... Ça, on ne savait pas quand on l'avait rencontré. Donc, voilà. Alors, si tu vois, par exemple, là, cette vidéo, par exemple, c'était vraiment d'essayer de rien maîtriser. C'est pas qu'il n'y a pas un scénario, c'est-à-dire on va dans un lieu et c'est même pas moi qui va proposer, quoi. C'est la personne qui va nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Et on va suivre son parcours. Alors il y a toute une question de l'échelle par rapport à l'image aussi, aux distances, aux lieux, etc. Mais bon, je ne voulais pas forcément montrer ces films-là. Je tenais quand tu as parlé d'utopie, etc., à montrer un film qui est un peu l'image de l'invitation de ce soir, qui est littéralement quelque chose qui est très librement inspiré de Fourier et du phalanstère. Donc Fourier, il a beaucoup écrit, il a décrit le phalanstère d'une façon très détaillée, avec des scènes qui ressemblent un peu à des scènes d'opéra, tu vois des films tout de suite quand il décrit la vie dans un phalanstère. Mais il n'a jamais dessiné ou il n'a jamais fait un projet en tant que tel de phalanstère. Il est décrit avec tous les détails, mais il passe toujours par les mots, en fait. Et c'est... mais toi, tu connais beaucoup mieux que moi, tu pourras me parler. Mais Victor Considérant, un de ses élèves, disons, c'est le seul qui a dessiné à quoi ressemblait un phalanstère. Et je repris dans ses dessins pour en construire une maquette. Et donc, voilà, il y a cette petite aventure de donner un peu, justement, de personnages un peu réels à une idée d'utopie. Ça, l'avenir, cette typographie, tout ça, c'est ce qui apparaît sur le dessin de Considérant, sur la maquette du phalanstère. Il y a marqué, c'est le titre un peu de l'avenir. Ça, normalement, c'est une installation avec 3 écrans. Il y a la maquette aussi qui est présentée, mais il y a une version, pour celle-là, il y a une version monocanal, disons, pour cinéma.
Avec la oignon aussi. Ouais, ouais. Et c'est fini. Un peu de huile. Le reste un peu de l'eau. Corto pelo. Con carne de pollo. Con carne de pollo. Lui mange beaucoup. Il mange beaucoup. Mira, el carrero conejo. Aquí tengo un porro. Juan, tú cuidado. Selim? No tiras que esto... Aquí hay dos forquetes. Cuchillo, mon frère. ¡Ay, tu novia! ¡Ay, tu novia! ¡Ole! No, pero aquí no, a una bolsa, ¿no? Sí, salir, espera, que darle de abrir aquí más. Esto se tiene que tratar. Coge, mon frère. Ok, d'accord. ¿Cuándo vol la nena? Ya está aquí. ¿Volta? ¿4 kilos de arroz tiene aquí, ¿no? Tengo 4 kilos. Tú fíjate cómo la hago y después la haces tú.
me estoy mirando la luz de la tía. ¿Lo miro? A ver. Hostia. No, pero yo trobo que... No, tú trobo que está perfecto. Claro, está perfecto. Yo está perfecto. Va a caer y verás. Tranquilo, Mike. Vale. Hay más manos de ahora que pies. Levanta la mano. Joan, i estàs més llarga que elles, Alguna per aquí. Vale, espera un mes. ¿Estamos? ¿Soltem? En effet, c'est une belle représentation du phalanstère comme lieu conciliant vie et production au même endroit, sur une petite unité de taille raisonnable. Et je pense que ce qui est intéressant sur cette vidéo, c'est le travail sur les représentations. Parce que je pense que... Enfin, il n'y a pas que moi, mais en tout cas, pour ma part, je le pense, qu'il ne faut pas que l'utopie se réalise. Enfin, tout ce débat, utopie réalisée, utopie réalisable, la question n'est pas là. L'utopie n'a pas à se réaliser, elle doit exister en tant qu'horizon critique et comme représentation alternative. Et cette vidéo montre bien la capacité à jouer justement sur les alternatives et les représentations, parce que je pense qu'on a du mal à s'imaginer aujourd'hui, dans notre territoire tel qu'il est construit, habité, ce qu'aurait pu être finalement le destin autre qui aurait pu avoir lieu si, mettons, vers la fin du 19e siècle, une fois la première vague de la révolution industrielle passée, on avait choisi d'urbaniser la France avec des petites unités disséminées dans la verdure, conciliant production et vie à un même endroit. Plutôt que le modèle radioconcentrique et ce faubourg assez sordide, il faut bien le dire, avec des conditions de vie lamentables et qui ont perduré un siècle et qu'on a mis au nord de Paris 35 ans, 40 ans à reconvertir, alors que les activités industrielles sont parties depuis plusieurs décennies désormais. Donc on voit le temps, finalement, le temps et l'énergie perdus, alors qu'un autre modèle aurait été pensable. Et ce travail sur les représentations est très intéressant. Et c'est sur les représentations qu'il faut travailler. Ensuite, réaliser, réalisable, ça c'est un faux débat. Parce que justement, les gens qui posent le débat toujours du rapport au réel et est-ce que c'est réalisable et ça a été réalisé, on n'a pas pu, le débat s'arrête tout de suite en fait. Donc je trouve que cette vidéo a ce caractère exemplaire dans ce sens-là. Il y a un bout de Fourier. Il parle de phalanstère, où par rapport à ce que tu dis, où il dit il y a toute la question de banquet, de la bouffe et de comment on va organiser. Donc il va y avoir des serveurs, il va y avoir quelqu'un qui va faire la cuisine, qu'il faut laver les assiettes. C'est toujours, le problème, c'est toujours la division du travail et le chef. C'est les deux gros problèmes de l'utopie. Mais la solution que Fourier trouve pour cette question, c'est un jour, ça va être comme dans l'opéra. C'est-à-dire qu'on sera dans la salle à manger et il va y avoir des tables magnifiques qui vont descendre du plafond avec des banquets incroyables et quand ce sera fini, elles vont disparaître par le sol comme à l'opéra. Comment ça se fait? C'est pas vraiment la question. Parce que la question, c'est il faut aller vers ça. Il faut trouver les moyens pour avoir une vie comme ça. Après, c'est ça qui est fort dans Fourier. On s'en souvient toujours. Donc, c'est ça la puissance de l'utopie. Je ferai peut-être deux petites remarques très courtes. La première, c'est pour rebondir sur ce que vous disiez, que l'utopie ne doit pas se réaliser, elle doit rester un horizon critique.
que je suis assez convaincu également, qu'il faut manier cette notion d'utopie sur cet horizon-là, et donc pas sur le débat de sa réalisation. Tu as quel âge? Quel âge? 50 ans. 50 ans? 32. Ouais. Je suis juste pile entre les, enfin, plus proche de toi. On a eu 20 ans en 1989, enfin au milieu des années 80. Hein, et typiquement une période où on nous a répété l'utopie c'est fini, c'est mortifère, c'est totalitaire. C'est quand même quelque chose qui a imprégné nos consciences hein, dans nos années de formation. Et je pense qu'à Barcelone, ça devait aussi être au diapason. Oui, après, bon, nous on a vécu une dictature très longue qui est finie en 75. Et j'étais adolescent. Non, mais juste pour. Et justement, là, il y a eu un moment où on a cru que tout était possible, mais vraiment tout était possible. Ça a duré pas longtemps, mais il y a eu quelques années. Et maintenant, malheureusement, je peux faire une parenthèse, on revient. On a l'impression de revenir avant 75. Donc, comme vous voyez, hier, d'ailleurs, je me permets, la loi de l'avortement a été approuvée dans le Parlement espagnol. Donc, on n'avait pas vu ça depuis très longtemps. Oui. On a un peu le temps, non, encore? Je vais montrer le... Attends, je ne trouve pas. Oui. Dans des travaux récents, c'est un peu une commande. Qui avait ouvert les huîtres? Pardon? Qui avait ouvert les huîtres? Tous ensemble ou il y avait un préposé à l'ouverture des huîtres? Je ne sais pas trop, parce que en fait, mon rôle là, c'était ils vont faire une paella, parce qu'ils ont dit il faut faire une paella. C'est une région de riz, en fait, c'est la région de riz. Et ils ont mangé la paella et ça a duré longtemps. Et nous, moi, j'étais plutôt du côté de voler quelques images de ce qui s'est passé. Donc, je n'ai pas suivi exactement tous les détails. Mais... Et la division du travail? Ouais, ça s'est fait assez naturellement parce que le groupe, vraiment, ce qu'il y avait d'intéressant là, c'est que le groupe s'est formé d'une façon complètement aléatoire. En fait, il y avait des gens, il y avait au moins 6 ou 7 nationalités, mais vraiment par hasard. Et c'est des gens qui venaient de 3 lieux différents, plus ou moins, qui se sont rencontrés et s'est formé un groupe comme ça pendant 3 jours. 3 jours, c'était pas... Mais bon, les phalanstères, ça durait 3 ans, 4 ans. Mais c'est ça justement que je voulais dire, juste pour terminer l'idée précédente, quand je rebondissais sur cette notion d'utopie qui ne doit pas se réaliser, c'est que dans le travail de Jordi, il y a ce paradoxe assez fort, je trouve, qui est qu'il y a quand même quelque chose qui se réalise, je ne sais pas si c'est de l'ordre de l'utopie, mais du fait que les acteurs ne sont pas des acteurs, qu'en réalité les rencontres se produisent réellement, que la personne qui tape sur le tambour ne sait pas quelle va être la réaction de la personne de l'interphone auquel elle sonne. En règle générale, cette espèce de dispositif infra-documentaire dans lequel on distille seulement les éléments d'une situation où on ne peut pas prévoir les rebondissements ni les retombées du hasard, entre guillemets, c'est que dans le dispositif artistique de Jordi, il y a quelque chose qui se réalise, en fait, à mon sens, donc qui n'est pas forcément, on n'est pas obligé de l'appeler l'utopie, mais c'est ce même horizon critique qui ne doit pas se réaliser sur le plan philosophique et immanent, se réalise dans le dispositif. Il se réalise grâce à la fiction, peut-être. La fiction ou les moyens de la fiction, donc une caméra, à l'occurrence, tout ça, ça permet, c'est une excuse parfaite pour que ça se réalise pendant peu de temps. Mais après, ça reste traduit à des images. Mais on le vit d'une façon très courte, provisoirement. Mais grâce à la fiction, je pense que la fiction, elle y est pour beaucoup dans la possibilité de ces situations-là. Moi, c'est un outil, en tout cas, qui est qui m'aide beaucoup, tu vois, à trouver des situations comme ça. Bon, je voulais montrer une vidéo qui est un peu une commande à l'occasion des 30 ans des FRAC. Le FRAC Basse-Normandie à Caen m'avait commandé de faire quelque chose avec, à partir ou avec, très librement avec la collection.
Et en fait, je me suis intéressé à la Normandie. Donc la Normandie, d'abord, pour tout le monde, dans toutes les écoles du monde entier, la Normandie, malheureusement, c'est le lieu où il y a eu les bombardements, les débarquements. C'est un peu la solution de la Deuxième Guerre. Et je me suis intéressé juste à qu'est-ce que c'était après les bombardements et la destruction. Qu'est-ce que c'était les premières habitations qu'on avait fait, pas la reconstruction de la ville, mais les toutes premières, les habitations provisoires. Et donc, faisant des recherches comme ça, il se trouve qu'il y a des maisons préfabriquées aux États-Unis qui ont été envoyées en France, dans plus de 8000 que l'État français avait achetées d'ailleurs, qui sont construites en bois et en carton compressé, et qui devaient durer 2 ou 3 ans. On les appelle les UK 100 parce qu'il y en avait une partie qui devait aller en Angleterre, mais ils sont passés par l'Angleterre et sont arrivés en Normandie. Et bon, voilà, je vous montre un peu ce que j'ai fait à partir de là, parce que c'est juste qu'il se trouve qu'il y en a une trentaine, en fait, par hasard, on a trouvé qu'il y avait encore une trentaine de ces maisons qui étaient toujours là et qui étaient toujours habitées. Un an a passé. Et si dans les villes et les villages noircis au feu de la bataille, des Français vivent encore au milieu des ruines, soumis encore à ces drames quotidiens de l'eau difficile, de la chaleur difficile, de la lumière difficile, des baraquements s'élèvent un peu partout pour remplacer provisoirement les 450 000 immeubles complètement détruits.
Comme ça. Bonjour la voisine. Oui, ça va. Et vous? Ah oui? Oui, je les ai eus samedi soir sur l'ordi. Lequel? C'est lequel, ça? C'est les marins. Ah oui, et puis il y en a un autre qui est en aviateur, non? Il n'y en a Non, pas un non, qui va en hélicoptère? Ah oui, non, c'est fini, ça. Il ne fallait pas les droits par là, non? C'est par là, je crois. Oui, oui. Non, non, il fait plus. lui. Ah bon? C'est quand je vois un hélicoptère, je pense à vous, je dis, tiens, il fait coucou à la voisine. Ah oui, au début que je suis arrivée, c'est vrai, hein. Il passait au-dessus. C'est vrai, ça. Vous avez combien d'enfants, madame? J'ai eu 6 garçons. Oh là là. Ah, c'est une famille nombreuse. Oh, ça, c'est beau, ça. Si, c'est... Oh là là. Attendez, 6 garçons et 3 filles? Non, ah oui, 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 c'est vrai, il y a les deux oui. qui sont d'un premier mariage. Ah oui. Deux fois, c'est vrai. Ah oui, oui. Ah, c'est moi qui lui rappelle. C'est pas mal, ça. Ah, dis donc, c'est une grande famille, alors là, dis donc. Mais, Moi, j'en ai que 3, mais... Je n'ai qu'une fille. Ah oui, Que j'avais de la soupe. Oui. Joël, elle leur demande. Et ça va venir. non, mais c'est bon. Pas de service de mange. Non, oui. Et monsieur, Bonsoir. Vous allez goûter la vraie soupe catering ce soir. Alors, c'est que des plantes sauvages. Hein. C'est vraiment, c'est tout frais. Ça vient de... C'est un aviateur. Le pauvre, il est tombé dans la forêt. Il avait des betteraves et rien d'autre. Et donc, il a survécu avec 2 betteraves. Il a fait donc cette belle soupe de betterave. Il ne savait pas comment transporter tout ça. Et puis, il a vu cette chose. Mais oui, ça, c'est délicieux. Et donc, il a trouvé le compteur de son avion. Et il a versé sa soupe dedans. Et il est parti avec. Arrivé chez sa femme, il lui dit « Mais c'est fantastique ce que tu as fait et tout ça ». Donc elle a décidé de le commercialiser et elle l'a industrialisé et c'est devenu OK Catering.
j'aimerais vous partager aussi avec vous les... Voyez, il y a une photo qui va sûrement vous intéresser, une image, mais alors extraordinaire, qui fait partie de notre collection. C'est un peu nous, non? Ah, mais oui. Ah, mais j'étais pas comme ça. Ah, ouais. Super. Alors voilà. Voilà les premières réunions au quai Catherine. Oui. Ah, bah, c'est bien ça. Ah, ouais. C'est pas vu. Ah, oui, c'est vrai, regardez. Oui, regardez. C'est vrai, les premières réunions, oui. Quelle coiffure! Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'était les années 60, ça. Et moi, je vais vous dire une chose. Hein? 50? Je vais C'est les 50? Il faut dire que ça, c'est une commande, que le film était présenté, en fait, à l'origine du film, il y a une image d'un photographe américain qui s'appelle Bill Owens, qui est un peu le photographe qui a documenté la suburbia américaine. Et il avait une photo qui était dans la collection du FRAC, qui est une réunion de Tupperware, dans les années 70. Et on voit des femmes dans une maison de la banlieue, de la suburbie américaine, qui rassemblent quelque part à ces maisons préfabriquées. Et donc c'était de réanimer un peu cette image de la réunion de Tupperware qui existe toujours. En fait, que c'est quelque chose qui existe toujours et que je pense est arrivé en même temps que ces baraquements et que le débarquement des Américains. Donc le plastique est venu avec la guerre aussi. Et là, les gens, ces femmes habitent ces baraques encore aujourd'hui, évidemment. Les femmes qui sont filmées, elles sont quoi? Sont les habitantes contemporaines. Les gens qu'on voit là, c'est les habitants des maisons. Je trouve que la vidéo touche du doigt tout un tas de rapports complexes à l'habitat populaire. On voit très bien l'attachement aux meubles dits de style, hein, qui est toujours, à chaque fois on en parlait tout à l'heure, une enquête, une étude de cas, on fait faire ça aux étudiants en deuxième année, on leur dit, ben voilà, vous avez visité un appartement contemporain, ou moderne en tout cas, de l'après-guerre, et toujours la première surprise, c'est de revenir et de dire « Ah, mais c'est meublé vieillot, dans des espaces géométriques ». Oui, alors en général, on sélectionne les étudiants à l'entrée des écoles d'architecture. Et je pense qu'ils ont des origines plutôt privilégiées et qu'ils ont plutôt fréquenté des intérieurs bourgeois, où les meubles collaient avec le décor. Et il se trouve qu'en effet, les goûts ne collent pas toujours avec le décor. Et on voit très bien cette discordance, je trouve chaleureusement restituée sur ce documentaire. Et la deuxième, c'est la question toujours du confort. Et moi, ce qui me frappe, c'est l'engouement pour ce type d'habitat. Et partout des enquêtes, alors en ce moment, on arrive, cette génération qui a grandi ou qui est née dans les baraquements arrive à la retraite, ou même il est déjà bien engagé, donc c'est le moment de la nostalgie, du retour vers la jeunesse. Il y a énormément de collectes d'écomusées, ça marche du feu de Dieu. Hein. À Saint-Nazaire, il y a énormément de baraques, il y en a eu énormément, on les a cassées, évidemment. On les a cassées. La dernière que j'ai retrouvée, c'est l'association des retraités de la police qui s'en sert comme salle des fêtes. Mais les autres, elles sont toutes tombées. Et souvent, on a chassé les gens qui souhaitaient y rester. C'est aussi une histoire assez complexe. Et pourquoi ils souhaitaient y rester? Parce qu'ils y étaient bien.
Et ça pose la question du confort. À mon sens, ça pose la question du confort dans l'architecture. Et en premier lieu, du confort thermique. Alors, on sait qu'il y a d'autres impératifs qui nous attendent, l'agenda de la planète, mais il se trouve que dans le quotidien, le confort thermique, on a souvent délogé ces gens-là au nom du confort. Et alors qu'il y a une adhésion indéniable et qu'on retrouve très bien dans l'épaisseur de cette vidéo. Et jamais oublier que les gens, les habitants qui ont été transférés vers le collectif avaient d'abord appris à vivre en maison individuelle. Et on le voit aussi sur ce rapport-là. Je pense qu'il y a beaucoup ça. Je pense que les réflexions que je me suis fait, c'est que c'était... Parce que c'est un peu des marginaux, les gens qui habitent dans des pavillons comme ça, mais parce que c'était des baraquements provisoires. Donc, normalement, ils devaient durer un certain temps, être détruits. Et voilà qu'on y habite individuellement. Donc c'est un peu comme les gitans, quelque part. Ça m'étonne qu'on ne les ait pas cassés autoritairement. Et je ne sais pas quel est le statut de propriété de ces ensembles. Alors là, par exemple, là, il y en a qui deviennent très chers. Et c'est les jeunes qui veulent s'installer là et elles montent de prix. Et sont recherchées. Donc il y a une vague comme quoi ça c'est... Et il y a cette contradiction dont tu parles, vraiment que... Pour moi aussi, ces baraquements, on les appelle les maisons californiennes aussi. Il y a ces toits plats, la grande fenêtre, il y avait marqué sur le plan living room, bathroom, on n'avait jamais eu de living room, disons. Et donc, voilà, c'était moderne californien. Et dans le contraste avec tout ce bazar d'objets, de biscuits, voilà. Et cet habitat-là, c'était plutôt un signe classant à la reconstruction, parce qu'il y avait aussi une hiérarchie des baraques et qui variait suivant les statuts sociaux des gens qui avaient perdu leur domicile au moment des bombardements. Il y avait une affectation assez fine et il y avait plusieurs types de baraques. Et en effet, c'était un signe. Enfin, j'ignorais que ça puisse s'appeler quelque part les villas californiennes, mais c'est un signe absolument classant, en effet. Il faut dire que le toit plat, de toute façon, en Normandie, ça reste quelque chose de... C'est pas encore introduit complètement, disons, dans les... Oui, mais la preuve que c'est pas une question formelle, le fait qu'on adopte ou non une disposition spatiale. Bien sûr, mais je veux dire, dans les principes de l'architecture moderne, ça devrait s'appliquer universellement. C'est un peu ça. On arrive d'Amérique, de toute façon, hop. Mais là, on ne sait pas trop compte s'il pleut beaucoup ou pas. Mais les maisons étaient bien faites, comme on le voit, et elles résistent, donc elles sont toujours là. Elles ont dû être retravaillées, adoptées, bichonnées. Oui, bricolées surtout, mais ils sont d'origine, en fait, tous les fenêtres, tout ça, c'est assez étonnant. Il y a peu de gens, de toute façon, qui habitent encore dans le... Qui habitaient les premiers habitants. En fait, c'est tout des personnes qui sont arrivées plus tard, pour la plupart. Il y a eu des transferts de... Oui, pour la plupart, c'est comme ça. Je passe ça parce que Aude voulait absolument que je passe ça. Et donc, sinon... Bonsoir. Alors j'ai deux questions, je vais essayer d'être assez bref. Dans votre travail, il y a une confrontation assez forte entre l'environnement bâti et la subjectivité des personnes ou des personnages. Je préfère dire personnages. Alors aujourd'hui, vous nous avez montré beaucoup de personnages qui sont en mouvement, mais on peut constater qu'ils sont tous en train de porter quelque chose. Donc, ils portent des panneaux, ils portent des bouts de ville, ils portent des pancartes, un tambour, des lettres. Et puis là, dans le dernier film, ils portaient une chaise, un tableau, une soupière. Donc, ma première question, c'est pourquoi toutes ces personnes portent-elles quelque chose ? Est-ce que ça leur incombe? Est-ce qu'ils doivent le faire ou est-ce qu'ils veulent le faire? Dans certains films ou dans certaines images que j'ai pu voir par ailleurs, il y a une dimension grotesque. Dans d'autres, il y a une dimension plus de dignité. Il y a plein d'hypothèses qu'on peut émettre autour de ce fait-là. Mais voilà, c'est ma première question. Pourquoi porter voilà. Ma deuxième question
porte sur votre conception de l'image. Votre travail, me semble-t-il, est à mi-chemin entre des images de type documentaire qui vont prélever quelque chose du réel ou montrer quelque chose du réel, et par d'autres aspects, il y a une dimension de fiction qui est évidente, et vous en avez un peu parlé tout à l'heure, des fictions qui permettent aux situations de prendre corps et peut-être à certaines choses de se manifester et de devenir réelles. Mais du coup, ma question, c'est est-ce que vous vous défiez de l'image, de la capacité de l'image à dire quelque chose du monde? Est-ce que vous vous défiez de la caméra comme un instrument de captation du réel? Ou bon, voilà. Oui, pour répondre à la deuxième question, qui est plus facile que la première, tout ce qui passe par le filtre d'une caméra, de toute façon, ça a un rapport au réel quelconque, mais on ne peut plus appeler